20h, l'heure de la bonne heure sur la GTV. Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue. Au sommaire de cette édition, la situation se complique pour les 12 individus interpellés par la brigade de recherche de Keur Massar, poursuivis pour association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du VIH/SIDA et mise en danger de la vie d'autrui. Selon les informations, leur dossier fait désormais l'objet d'une instruction. L'ONG Jamra s'est dit pas du tout surpris et demande aux autorités de prendre leurs responsabilités. L'Assemblée nationale a installé ce lundi la commission ad hoc chargée de statuer sur la demande de levée de l'immunité parlementaire du député Mohamedou Ngom dit Farba Ngom. Le député de la majorité Ayib Daffé assure que la procédure a été respectée. Certains députés de l'opposition demandent plus de garanties pour le respect du droit de la défense et l'impartialité du processus. Vous les entendrez dans ce journal. Des affrontements ont de nouveau éclaté ce lundi 9 février 2026 entre étudiants et forces de défense et de sécurité à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. En cause, la récurrente question des bourses. Un atelier de concertation avec le secteur privé consacré au Conseil présidentiel de l'investissement a eu lieu ce lundi 9 février 2026. Une rencontre qui vise à accueillir les contributions des acteurs économiques afin de consolider les axes majeurs du nouveau CPI. Vous entendrez les explications de Boubacar Kamara et de Bédiagne, représentants du secteur privé dans cette édition. Nous parlerons également de l'actu international. Voici le sommaire, le développement dans quelques instants. Nous sommes lundi 9 février 2026. Rebonsoir mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité. Démarrons l'édition du soir. Comme je vous le disais en titre, la situation se complique pour les 12 individus interpellés par la brigade de recherche de Keur Massar, poursuivis pour association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du VIH/SIDA par rapport sexuel non protégé et mise en danger de la vie d'autrui. Selon les informations, le procureur de la République près le tribunal de Guédiawaye, saisi du dossier après leur déferment, a décidé de l'ouvrir à l'instruction. L'affaire a ainsi été confiée à un magistrat instructeur, désormais chargé d'approfondir les investigations en vue de faire toute la lumière sur les faits, reprocher de leur situer leurs responsabilités. Et puis ce samedi, une vaste opération menée par la brigade de recherche de Keur Massar a conduit à l'interpellation de 12 individus de nationalité sénégalaise, dont des figures médiatiques, animateurs et chanteurs. Cette affaire a soulevé un débat et des réactions, dont celle de l'ONG Jamra. Selon le président Mamatar Gueye, il n'a pas été surpris et alerté depuis des années. Cependant, il invite les autorités à prendre leurs responsabilités. Il est joint au téléphone par Abdoulaye Dieye. Jamra avait alerté sur ce qui se passe actuellement, il y a de cela 7 ans, précisément le 13 novembre 2019, lors d'une rencontre avec le ministre de l'Intérieur de l'époque, Aly Ngouille Ndiaye, de manière large sur cette affaire. Maintenant, le combat a pris une nouvelle tournure. Ce n'est plus une question de Jamra ou de religion, ni de la dégradation des mœurs, mais plutôt c'est devenu un problème de santé publique. Je profite de l'occasion pour saluer le geste et le professionnalisme du procureur Salif Diko du parquet de Pikine Guédiawaye. Il a réaménagé les chefs d'inculpation. Ce n'est plus association de malfaiteurs et actes contre nature. Il a également ajouté mise en danger de la vie d'autrui. Je profite aussi de l'occasion pour sensibiliser les parents à être plus vigilants dans le contrôle de leurs enfants et de leurs portables. Le plus souvent, ils passent par les réseaux sociaux pour détourner l'attention des jeunes, surtout des mineurs. Donc, il est temps que les parents soient plus proches de leurs enfants. Lobby LGBT,
À l'instant, parlons d'autre chose face aux risques auxquels sont exposés les enfants, notamment ceux qui vivent dans la rue. Acteurs communautaires et relais sociaux tirent la sonnette d'alarme entre accompagnement psychologique et des victimes et sensibilisation des familles. Un message est clair et lancé. La protection de l'enfance commence d'abord au sein du foyer. Un reportage signé Ndeye Fatou Diop Viendiaï. Les acteurs communautaires, dont les Badianou Gor, s'engagent activement pour la protection des enfants, en particulier ceux qui vivent dans la rue et exposés à de multiples dangers. Ce phénomène consiste à faire mal aux enfants. On les récupère, les amène à la gendarmerie pour que leurs parents puissent les récupérer. En général, ce sont des talibés ou bien même des enfants de la rue. On les laisse dans nos foyers le temps de retrouver leur famille. La gendarmerie déclare pour nous contacter les wajur ñu delloo leen. Très affecté par ce cas, l'un des intervenants souligne l'urgence pour les parents de redoubler de vigilance afin de mieux encadrer et protéger les enfants au quotidien. C'est inacceptable dans un pays à majorité musulmane, car ça fait très très mal. Il faut que les parents redoublent leur vigilance vis-à-vis de leurs enfants. On ne peut pas rester 2 ou 3 jours sans voir ton enfant. Ça, c'est pas du tout normal. C'est très 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 mal pour l'éducation de ces enfants. C'est ça qui amène ces soucis-là. Pour une autre intervenante, la prévention passe aussi par la parole. Elle appelle les parents à instaurer un dialogue ouvert, franc et sans tabou avec leurs enfants. Il faut que les parents sensibilisent les enfants. Il faut qu'ils leur parlent sans détour pour éviter tous ces mots. À travers ce sujet, un message fort se dégage. La protection de l'enfance est l'affaire de tous et la famille demeure le premier rempart contre les abus et les violences. Et puis, l'Assemblée nationale a installé ce lundi la commission ad hoc chargée de statuer sur la demande de levée de l'immunité parlementaire du député Mohamedou Ngom dit Farba Ngom. Sur les 165 députés inscrits, 108 ont pris part au vote, dont 29 par procuration. Le résultat du scrutin est sans appel, 99 voix pour 9 contre. Le député de la majorité Ayib Daffé assure que la procédure a été respectée. Certains députés de l'opposition, comme Abdou Mbow, demandent plus de garanties pour le respect du droit de la défense et l'impartialité du processus. Je vous propose de les écouter. En mettant en place une commission ad hoc, conformément aux articles 60 et 61 du règlement intérieur, composée de 11 membres, comprenant le groupe majoritaire, le groupe de l'opposition et les députés non inscrits. C'est ce qui vient d'être fait. On a ratifié. Maintenant, la commission doit se réunir pour poursuivre la procédure. Et dans le cadre de cette procédure, donc, le député ou son défenseur doit être entendu. Et ensuite, la commission transmet ses conclusions à la séance plénière, qui est seule souveraine pour prendre la décision de lever ou non l'immunité parlementaire de notre. Les garanties qui sont prévues, c'est d'examiner la procédure. Est-ce que la procédure qui a été suivie correspond à la Constitution et au règlement intérieur? Est-ce que également la demande qui nous a été transmise est une demande sérieuse, est une demande loyale, est une demande sincère? Est-ce qu'il n'y a pas, en tout cas, de l'arbitraire? Tout cela est examiné parce qu'il y a des charges qui sont retenues contre notre collègue et nous devons examiner est-ce que ces charges-là correspondent en tout cas à des incriminations, donc à des, des délits ou des infractions qui sont prévues par le code pénal. Nous avons assisté à une séance ridicule. Une séance qui met en péril la démocratie sénégalaise parce que vous avez même vu les députés de PASTEF qui sont aujourd'hui totalement et très mal à l'aise. Parce que aujourd'hui, nous sommes face à une situation calamiteuse. Les libertés aujourd'hui sont plus que jamais mal quand même gérées. Et je pense que nous avons un gouvernement aujourd'hui qui a montré à la face du monde que c'est un gouvernement incompétent. C'était Ayib Daffé et Abdou Mbow, député de l'opposition. Parlons toujours politique. Subite effervescence dans le landerneau politique sénégalais, matérialisé par des tournées
tous azimuts. Le premier ministre Ousmane Sonko à Guinguinéo du côté de l'opposition, Khalifa Sall et Barthélémy Diaz n'ont pas été en reste selon Hassan Samb, journaliste, analyste politique. Les questions, les élections locales autant pour moi en font la descente sur le terrain recommence, surtout pour l'opposition. Il s'est exprimé au téléphone de Mansour Diassé. C'est juste véritablement une redynamisation des activités politiques au niveau des états-majors à l'approche des élections locales, un besoin urgent de se repositionner sur le terrain, de revisiter la base, de massifier, voilà, et resserrer les rangs. Donc voilà, la descente sur le terrain recommence, surtout pour les opposants, parce que pour le PASTEF, bon, c'était presque permanent, sauf que bien sûr, eux aussi, en dehors de quelques grandes rencontres, les descentes au niveau des régions étaient de plus en plus rares. Bon, oui, la concomitance pose problème, c'est-à-dire qu'entre la tournée économique du chef de l'État et bien sûr la tournée politique du Premier ministre. Tant plus que le Premier ministre devrait être aux côtés du chef de l'État, parce qu'il s'agit ici des affaires d'État, de l'exécution des politiques publiques, dont le Premier ministre est le coordinateur. C'est la concomitance qui pose problème, mais la tournée en soi du Premier ministre ne pose aucun problème. Il est chef de parti, il a le droit de descendre sur le train et de massifier comme tout le monde. Et l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a été le théâtre d'un affrontement ce lundi 9 février entre les étudiants et les forces de l'ordre. D'après Moussa Keita, président de la commission sportive de l'amicale de la faculté des lettres et sciences humaines, les réformes des bourses annoncées par le gouvernement restent les principales raisons de cette manifestation. Il dénonce une décision unilatérale qui survient après des mois de retard de paiement. Il s'est exprimé au téléphone de Amsatou Gano. Le principal de notre manifestation est le problème de bourse. Et depuis un certain moment, nous sommes en manifestation. Il y avait eu des négociations entre nos représentants, c'est-à-dire les membres du collectif et certains représentants du gouvernement. Et nous avons fait des propositions au niveau du gouvernement. Voilà, dans l'attente d'une suite favorable. À notre grande surprise, le gouvernement, par l'intérim de la direction des bourses, a fait une publication d'une nouvelle réforme des bourses, sans prendre en compte l'avis des étudiants. Et souligner une chose, que cette réclamation des bourses a commencé depuis la réclamation des rappels que les étudiants de master 1 devraient recevoir depuis un moment. Et que le gouvernement actuellement refuse de payer. On ne peut pas dire qu'il ne peut pas payer parce que l'État a tout le pouvoir. Le rappel des étudiants en master 1 ne peut pas poser problème, ça ne peut impacter aucune fonctionnalité du gouvernement. Si il veut payer, il va payer. S'il ne veut pas payer aussi, voilà, les étudiants, nous ne sommes pas prêts à reculer parce que c'est quelque chose qui nous revient de toi. Nous ne voulons pas tendre la main aux autres. Et nous ne voudrons pas aussi mendier sur la route. La bourse nous aide dans le cadre social comme dans le cadre pédagogique. Restons à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les restaurants ont fermé leurs portes tout le long du week-end sous ordre du Centre des œuvres universitaires de Dakar, suite aux journées sans ticket décrétées par les étudiants. C'était la croix et la bannière pour se restaurer. Un reportage signé Amsatou Gano Viendiaï. La fermeture des restaurants le week-end a causé beaucoup de désagréments aux étudiants qui étaient obligés de se débrouiller pour se restaurer avec les moyens du bord. La situation est vraiment compliquée pour nous, les étudiants, car nous n'avons pas tous les mêmes situations financières. Il y a certains qui ont les moyens de se payer les 3 repas sans problème, et d'autres non. Mais ici, nous cotisons pour la préparation des repas et franchement, c'est dur. Je pense que les repas à l'université s'élèvent moins de 300 francs par jour, mais avec la fermeture des restaurants, les étudiants dépensaient plus, ce qui impactait d'ailleurs sur leurs maigres ressources. Ci période de grève, minimum 3 000 francs ou 2 500 par jour, les gens ont
loolu day am impact financier ci say revenus. Pour cet étudiant, l'État n'a pas respecté les promesses électorales faites aux étudiants. Franchement, nous sommes très déçus de la démarche du gouvernement qui avait fait des promesses aux étudiants, mais qui ne sont pas respectées. Quant au président des amicales de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, ils ont décrété ce 9 février une journée noire pour commémorer la mort de leurs camarades, mais cette journée est finalement annulée en raison des affrontements. Ils ont organisé aujourd'hui une journée de martyre de tous les étudiants qui sont tombés dans les centres de réclamation, je peux me permettre de dire ainsi, de manifestations à cause de ces problèmes de bourse encore. C'est pourquoi nous avons choisi de faire une journée noire aujourd'hui sans rien faire. Souhaiter le repos des gens perdus dans le cadre de ces types de combats. Et l'Union des ouvriers du Sénégal plaide pour le renforcement de la formation professionnelle aux techniques modernes de construction dans le secteur du BTP. L'organisation vise à qualifier les travailleurs, améliorer leurs conditions de travail et pallier le manque de moyens pour la formation, sollicitant l'appui du gouvernement. À ce propos, écoutons Boubacar Chérif Diallo, membre de l'Union des ouvriers du Sénégal. Marqué au Sénégal qui a fait des formations dans le domaine du bâtiment. Donc on est en train de renforcer le professionnalisme dans le domaine du bâtiment. C'est ce qui a fait qu'on s'est dit pourquoi ne pas former l'Union des ouvriers du Sénégal pour mieux développer le Sénégal et pour mieux échanger et pour mieux donner notre connaissance. C'est notre façon de partager. Parce que nous ne sommes pas sur TikTok pour danser. Nous sommes là pour partager notre connaissance. Vous savez, toute chose, il faut un escalier. Donc on commence par les bases, nous sommes dans les démarches et on va bientôt arriver dans l'attente de nos projets. Au Sénégal, ces temps-ci, il y avait beaucoup d'effondrements. Donc c'est ce qui a fait nous sommes comme des docteurs dans le domaine du bâtiment. On s'est dit pourquoi ne pas se réunir et former l'Union des ouvriers du Sénégal pour éradiquer ce phénomène. Donc on s'est rencontrés à Touba, c'était notre première réunion. Donc on s'est rencontrés là-bas et on a formé pas mal de personnes dans le domaine du bâtiment. Le secteur du BTP se porte vraiment très mal de nos jours. Oui, parce que tout tourne autour du BTP. Même la gare routière qui est dans le quartier, si le bâtiment ne va pas, rien ne va. Oui, parce que si vous voyez le secteur du bâtiment, il y a beaucoup de secteurs qu'on appelle les ouvriers, il y a les plombiers qui tournent autour du bâtiment. Bon, nous avons remarqué que depuis que l'État est là, les sentiers ne bougent pas trop. Donc si vous voyez sur les ponts de Kermassar ou je ne sais pas aux Almadies, il y a tellement d'ouvriers qui sont là, qui servent du travail. Donc je pense qu'on doit éradiquer ce phénomène-là et reprendre les sentiers. Nous appelons l'État à venir nous aider. Et le ministre secrétaire du gouvernement, Boubacar Camara, a présidé ce lundi un atelier de concertation avec le secteur privé consacré au Conseil présidentiel de l'investissement. Cette rencontre vise à accueillir les contributions des acteurs économiques afin de consolider les axes majeurs du nouveau CPI appelé à devenir un cadre stratégique renforçant le dialogue entre l'État et le secteur privé. Je vous propose d'écouter Boubacar Camara et Baïdi Agne, représentants du secteur privé. Beaucoup de plaintes ont été enregistrées de la part du privé. Le passé, c'est également qu'il n'y avait pas d'encadrement juridique, il n'y a aucun texte qui organisait le Conseil présidentiel de l'investissement. Et ça se tenait au gré des événements et selon l'humeur des autorités politiques. Alors que ce conseil n'appartient pas à l'administration, c'est un conseil qui appartient à tout le monde et je pense que la part du privé est même beaucoup plus importante que la part du public. Le premier levier de cette accélération, c'est le plan spécial d'investissement et de financement qui a été annoncé déjà par le Premier ministre et qui va se dérouler à travers la promotion des filières. Les arbitrages sont déjà faits, le financement, l'ensemble des mesures pour que le Sénégal, enfin, se place sur l'orbite du développement de façon durable. Il se trouve que la volonté exprimée par l'État coïncide
avec les vœux du secteur privé. Nous avions entendu le ministre secrétaire général du gouvernement qui nous a rassurés dans ses propos introductifs, dans sa volonté d'accompagnement réel du secteur privé pour arriver aux objectifs que nous voulons de création d'emplois, de création de richesses. C'était une rencontre entre le gouvernement et les secteurs privés. À l'instant, parlons de l'actualité internationale. D'abord, au Mali, peine confirmée pour l'ex-premier ministre Moussa Mara. En détention depuis le 1er août, Moussa Mara avait été condamné fin octobre 2025 à 2 ans de prison, dont 1 an ferme et une amende de 500 000 francs CFA. Pour atteinte au crédit de l'État et opposition à l'autorité légitime en cause d'un message publié sur les réseaux sociaux dans lequel Moussa Mara déclarait vouloir se battre pour tous les mois pour que le soleil succède à la nuit. La Cour d'appel a rendu son délibéré ce lundi matin et ne s'est pas montré moins sévère. Et le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme s'est dit ce 9 février 2026 extrêmement préoccupé par la situation dans la région de Kordofan au Soudan, où des attaques de drones ont tué plusieurs dizaines de civils en un peu plus de 2 semaines. Selon les documents de Monpro, quelques 90 civils ont été tués et 142 blessés lors de frappes de drones menées par les forces de soutien rapide et les forces armées soudanaises, a déclaré Volker Turk lors d'une discussion sur le Soudan devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Et cette partie qui concernait l'actualité internationale met fin à l'édition du soir. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur la GTV, la magie de la télé.